Luc, je te fais une demande. L'an prochain, il va y avoir une joute de hockey entre le CEQ et PMML. Oui, OK. Est-ce que tu voudrais jouer avec l'équipe de PMML Ah oui, hockey? c'est ça. Quelle position que tu joues? Avant gauche. Avant gauche. Fait qu'on l'a sur caméra. Watch out le CEQ l'an prochain. Bonjour à tous. Pour cette entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Luc Poirier. Bonjour. Donc, bienvenue Luc. On est, comme vous pouvez voir, on est dans un décor assez paradisiaque. On est présentement dans les Antilles, à Sainte-Lucie, dans le cadre de la Semaine des millionnaires avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et puis, on est plus de 200 entrepreneurs en immobilier qui sont ici cette semaine. Puis bien sûr, on a la chance d'avoir Luc Poirier, qui est probablement une des figures immobilières en immobilier qui sont les plus importants au Québec. Donc, Luc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Oui. Est-ce que tu peux me donner en gros, là, pour commencer, peut-être dans 2-3 minutes, c'est quoi tes plus grandes réalisations que tu as faites pour les gens que la première fois t'écoutent aujourd'hui? Oh, j'en ai fait beaucoup, mais en fait, j'ai eu des entreprises dans toutes sortes de domaines, donc plus de 60 maintenant, dans toutes sortes de domaines. Fait que j'ai vraiment touché à tout. Puis j'ai eu pas mal de succès dans à peu près tous les domaines. Si c'est plus au niveau de l'immobilier, par exemple, bien, je me suis battu pendant plusieurs années avec le gouvernement pour l'île Charon, un terrain que j'avais acheté. Puis ça a été un de mes, comment je pourrais dire, un de mes coups d'éclat, parce que j'en ai eu plusieurs qui ont fait jaser. Il y a eu, juste un petit peu auparavant, j'avais acheté une ancienne carrière à Saint-Bruno, sur la Rive-Sud, puis qui était désaffectée, qui était en plein cœur du centre-ville. Puis quand j'ai acheté ça, les gens ne comprenaient pas. Les gens disaient que j'allais faire faillite avec ça parce que j'avais, à l'époque, tout mis mon argent. Puis finalement, c'est devenu le plus beau projet de la Rive-Sud qui s'appelle Saint-Bruno-sur-le-Lac. Absolument, qui a gagné plusieurs prix Oui, à d'ailleurs. chaque année, à chaque phase, en fait, gagnait tous les prix parce que c'est vraiment le plus beau projet au Québec. Donc, c'est pas moi qui ai reconstruit, mais c'est moi qui ai imaginé le concept et tout ça. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Fait que ça a été deux développements de terrain qui est dans ces là, à peu près 15 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai roulé ma bosse, mais j'ai construit aussi beaucoup. Donc, j'ai construit des tours au centre-ville sur Peel, Wellington, le Griffix. J'ai aussi fait une nouvelle technique de construction qui s'appelle Umbrella. Donc, la technique s'appelait Umbrella. On l'a appliquée sur une tour sur René Lévesque qui s'appelle le Rubik. Puis ça, le concept, c'est qu'on construit le toit au rez-de-chaussée et on monte le toit au fur et à mesure et on construit par en dessous. Donc, on est toujours protégé des éléments, que ce soit du vent, de la neige, du froid, de la pluie, peu importe. On est toujours protégé. Ce qui fait que, bon, c'est beaucoup... Est-ce que ça peut aussi permettre de construire dans des endroits restreints? Hein? Exactement, parce qu'on n'a pas besoin de grue, puis on n'a pas besoin non plus de louer le domaine public. Parce que quand on construit au centre-ville, louer les rues, surtout sur René Lévesque, ça coûte extrêmement cher, fait que ça permet. Donc, il y a ça, puis il y en a plein d'autres. Dernièrement, j'ai acheté une autre carrière là, que j'essaie de faire un gros projet dessus. Pour vous donner une idée, j'achète beaucoup de terrains dans les dernières années. J'ai des terrains pour plus de 26-27 000 portes à construire. Wow. Fait que j'en ai beaucoup qui va chiffrer peut-être à 8-9 milliards en tout, là, une fois terminé. Fait que, ouais, j'ai roulé ma bosse pas mal. Et en même temps aussi, on ne peut pas sans mentionner le Children's Hospital. Ah aussi, oui, tout à qui est fait. Le Montreal Children's Hospital que j'ai acheté en 2016. Oui. Puis là, qui est en construction là, rapidement. Là, les tours se lèvent. Là. C'est le plus gros projet à Montréal. J'ai souvent eu le plus gros projet du Québec là, à quelques fois. Dans le temps de l'île Charon, c'est le plus gros projet du Québec. Le Children's, c'est le plus gros projet du Québec également, en construction présentement. Fait que, non... Je trouve ça intéressant, quand on parle de plus gros, d'ailleurs, tu es aussi l'auteur du livre Voir grand. Tout à fait. OK? Puis c'est justement un peu l'objectif, ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vraiment parler du mindset. Parce que, à tort, les gens pensent souvent que le succès en immobilier vient avec les connaissances immobilières, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai remarqué qu'en côtoyant des gens à succès dans l'immobilier, c'est vraiment le mindset qui a fait la différence. Donc, Luc, je te pose la question, c'est quoi pour toi le mindset? C'est quoi, comment que tu peux définir ça? Mais en fait, c'est comme l'état d'esprit. C'est que moi, dans mon cas, je pense que je suis né avec cette fibre entrepreneuriale. Puis ça m'a toujours... Tu sais, à 8 ans, par exemple, je vendais des bonbons dans les cours d'école. Donc, j'achetais des gros sacs de bonbons, je les revendais à l'unité.
À 14 ans, je vendais des cartes de hockey. À 16 ans, je vendais des casquettes. À 18 ans, j'ai parti l'ancêtre d'Internet, un BBS. Après ça, il y a eu l'informatique. Après ça, il y a toujours eu. Donc, pour toi, ça a chose... été naturel de partir Ouais, de par ça. Exactement. Est-ce que quand même, ton mindset s'est développé avec les années? Est-ce que tu crois que ça a été naturel? C'est juste les problèmes, bien sûr, qui ont grossi avec le temps, mais est-ce que les défis, Non, en fait... tu te développes parce que tu apprends, tu fais des erreurs, tu n'es jamais parfait. Donc, tu apprends à ne pas faire d'erreurs ou à moins d'en faire parce que tu en fais toujours. Ouais. Et comme moi, j'aime apprendre. Donc, pourquoi j'ai été dans plusieurs domaines, une quinzaine de domaines différents, autant la restauration, l'import-export, je construisais des airs climatisés, en tout cas, j'ai tout fait. Puis, écoute, j'aime faire différent, j'aime apprendre, puis à chaque fois, j'aime les défis. Donc, moi, partir comme l'immobilier, je fais ça depuis que j'ai 19 ans. Donc, c'est comme plus un défi pour moi. Puis le défi aujourd'hui, j'aime le terrain parce que chaque terrain est un défi en soi. Et c'est de plus en plus compliqué gérer la ville, donc la politique, parce qu'aujourd'hui, faire du grand développement de terrain, il y a beaucoup de politique. Puis aussi l'environnement qui est de plus en plus difficile. Fait que c'est vraiment rendu dans ce mindset-là de régler des problèmes qui sont à la hauteur. Comme ça, tu restes constamment. Exact. Est-ce que ça t'est arrivé? Y a-tu eu des périodes où tu étais un peu plus down, ou que tu trouvais le temps long, ou que tu te cherchais un petit peu? Ça t'est arrivé? Ah, c'est sûr, ça arrive toujours. Puis je pense que ça prend des temps de repos aussi. Moi, de 14 à 24 ans, j'ai travaillé comme un fou. J'ai pas vu ma vie, tout ça. À 24 ans, j'ai tout vendu. Pendant 4 ans et demi de temps, j'ai relaxé, j'ai voyagé, je me suis amusé. Je suis reparti à 29 ans à peu près. Puis là, j'ai donné un coup. Dans le temps, juste avant l'île Charon, j'avais relaxé. Puis quand il y a eu l'île Charon, j'ai pas eu le choix de m'activer puis de trouver des solutions. Avec ta bataille avec le gouvernement, tu n'avais pas le choix d'aller générer du cash pendant ce temps-là. Exactement. Quand j'ai été payé par le gouvernement, j'ai ralenti un peu pendant 2-3 ans. En fait, moi, j'ai appris avec le temps, puis ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, c'est quand je manque d'argent que je suis le meilleur, que je cherche des opportunités, puis que j'avance, je suis créatif. Quand j'ai trop d'argent, je relaxe, puis c'est pas bon pour moi. C'est bon. Fait que c'est pour ça que tu vas dans des projets qui sont de plus en plus gros. Fait que comme ça, tu mets toujours tout sur la table pour être sûr de te mettre... C'est là que je performe. C'est là que tu es vraiment aiguillé. Ouais. Est-ce qu'on pourrait donner un petit exemple là, de la journée typique de Luc Poirier? À partir du moment que le cadran sonne le matin, premièrement, à quelle heure qu'il sonne ce cadran-là? Oui, bien en fait, je me lève automatiquement à 6h15, cadran, pas cadran, 6h15. Ah oui, c'est 6h15, c'est comme une horloge. Oui, bien à cause des enfants. OK. À cause des enfants, surtout. J'ai 3 enfants, ils vont à l'école primaire, tout ça. Donc, je me lève vers 6h15. Là, je descends en bas, je leur fais à déjeuner, tout ça. Je prépare le déjeuner. Je mange toujours avec eux, toujours. Puis par la suite, à 7h30, ils partent pour l'école. Puis c'est là que la plupart du temps, je me dirige vers le travail. Puis au travail, c'est quand même... Est-ce que juste pour revenir à ta routine, mettons, tu te diriges au travail, mais est-ce que beaucoup de gens, mettons, vont s'entraîner, vont faire de la méditation, des livres? T'es pas là-dedans, là? Rien, mais j'espère commencer à m'entraîner dans la prochaine année. Okay. Je me suis jamais entraîné de ma vie, mais là, j'aimerais ça commencer. Ma femme s'entraîne, puis c'est sûr, c'est motivant. Puis elle s'entraîne à 8 h le matin. OK. Donc, quand les enfants partent, elle arrange un peu, puis elle s'entraîne. Donc, j'aimerais ça la suivre. Fait que probablement que je vais rentrer un petit peu plus tard. Ce que je peux dire, c'est mieux de le faire le matin parce que quand tu commences ta journée, après ça, c'est difficile d'arrêter. Ouais, tu sais que moi et Sana, ça nous aide beaucoup. C'est la première chose qu'on fait le matin. On se lève, on se brosse les dents, prend notre shake, on se dirige tout endormi jusqu'au gym. Et c'est là, à partir de là qu'on commence à fonctionner. Comme ça, quand la journée avance, bien, il y a des 5 à 7, des soupers, à un moment donné, tu oublies ça complètement. C'est sûr. Fait que, donc, c'est ça. Fait qu'à partir du moment, tu t'en vas au travail. Exact. Je suis au travail. Juste un petit curieux, parce que je sais que tu es un amateur d'auto. Est-ce que tu prends toujours la même voiture pour aller au travail? Non, jamais. C'est rare, je prends la même voiture. Puis des fois, ça fait jaser, parce que comme une de mes autos d'hiver, c'est une Porsche 918, par exemple. Quand même. Auto d'hiver? Oui, okay. J'ai 5 autos d'hiver. Fait que là, je change régulièrement. Puis des fois, j'arrive au travail en 918, puis là, ils viennent de neiger, puis un auto de plusieurs millions qui se promène sur la neige. Donc, ça fait jaser pas mal. Oui, c'est le fun. Comme ça, tu changes ta routine aussi. Ouais, avec un feeling différent, ça dépend. Puis comment tu l'as choisi, cette voiture-là, le matin?
Ben, ça dépend de qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. Des fois, j'ai des trucs à transporter. Fait que là, c'est sûr, j'ai pas le choix de prendre un VUS. Oui. Quand j'ai rien à transporter, que j'ai pas non plus à aller à Montréal, centre-ville. Ça aussi, parce que, exemple, j'ai un gros J-Wagon qui est immense, là. Fait que je peux pas rentrer dans un sous-sol au centre-ville. OK, moi, je pensais que tu parlais des nids de poules dans le centre-ville. Fait que tu prenais ton G-Wagon parce qu'il y avait des nids de poules. Non, c'est pas ça, trop. Non, mais tu sais, je peux prendre soit mon VUS Bentley ou mon Rolls-Royce VUS aussi pour aller à Montréal, mais je peux pas prendre mon G-Wagon. D'ailleurs, que j'ai vu en personne, vraiment une belle auto. Je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite avec Luc il y a quelques années. Là, on va mettre le lien. Mais bon, on ne voit pas dans la vidéo, mais je vais même mettre une photo que j'avais prise à côté de toi, ton G-Wagon, puis c'était impressionnant, là. Oui. Ça se fait. Donc, OK. Fait que là, tu t'en vas, tu choisis la voiture du matin. Oui. Et selon ce que tu t'en vas, selon ton activité de la journée, tu t'en vas au travail directement. Oui. Puis au travail, c'est... Bon, j'ai aucun employé, là. Fait que moi, c'est beaucoup plus de paperasse puis tout ça. Avec tout ce que tu bâtis, tu n'as aucun employé? Non, j'ai pas d'employé. Wow! Non. Fait que c'est-tu parce que tu travailles beaucoup ou tu as beaucoup de gens à l'externe ou que beaucoup de bons réseaux? Je donne tout en sous-traitance. OK. Mais aujourd'hui, quand je construisais des immeubles, j'avais comme 200 employés. Quand j'avais, mettons, un restaurant, juste pour mon restaurant, j'avais 100 employés pour mon restaurant. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une qualité de vie que j'aime à cause de l'âge de mes enfants. L'âge de mes enfants fait que je veux être là, je veux être présent. Puis c'est l'âge qui est le fun. Entre quel âge qu'il dit? Entre 8 ans et 15 ans. OK. Fait que même qu'ils aient tous 15 ans et plus, ils ne voudront pas être avec papa, là, tu sais. Mais quand c'est trop jeune aussi, quand, mettons, mes deux plus jeunes avaient, mettons, 6 mois puis 2 ans, bien, il y a moins d'interaction pour un papa, tu sais. Tandis que là, quand ils ont passé l'âge de 4-5 ans, là, moi, je tripe comme un roi. Ah oui, c'est vrai. Puis là, je vais être avec eux. Fait que là, je fais beaucoup plus de terrain que du développement, mettons, de la construction, parce que ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre et je donne tout en sous-traitance. Donc, autant l'ingénierie, l'urbanisme, mettons, l'arpentage, tout ça, tout est en sous-traitance. Puis je vais choisir les meilleurs pour chaque catégorie et aux endroits spécifiques. Comme par exemple, il y a des villes qui travaillent plus avec une firme d'ingénierie qu'une autre. Bien, je choisis celle-là pour cette ville-là, mais c'est peut-être pas la même de la ville à côté. Donc, tu choisis tes experts selon le exactement. Fait que ma job est considérée un peu comme de la paperasse, gérer mes appels, mais je reçois de moins en moins d'appels et des courriels. On gère des courriels plus que des appels. Là, tu arrives au travail, tu es un moteur de café ou... Non, même du pas? tout, du tout. Même pas? Non. Donc, tu arrives au travail, fait que la première chose que tu fais, est-ce que tu essaies de clencher toutes les choses que tu n'aimes pas, puis tout de suite au départ, ou tu es plus comme... Là, je vais faire ça, là, je vais commencer par lire mes courriels, puis je fais le confortable, ou tu essaies... une de mes forces qui est aussi un défaut, c'est que je finis toujours tout. Donc, tout ce que j'ai à faire, je retarde rien au lendemain. OK. Puis peu importe si je me couche à 3-4 heures du matin, je le finis. Ouais, tout le temps, si vous parlez avec ma femme un peu, vous le confirmez, là, elle trouve que c'est un défaut. Comme quand j'arrive de vacances, mettons, même que j'arrive à 2 heures du matin, j'arrive, je défais tout mon stock, je fais mon lavage, tout ça, puis même si je me couche à 4 h, 4h30, tout est fait. Ah, on a ce point similaire là ensemble. Sana, elle ne peut pas rentrer de voyage, peu importe l'heure, sans tout défaire des valises et mettre ça le lavage. Puis, mais je trouve ça intéressant. Fait que donc, toi, tu as le principe que ta boîte de courriel, à la fin de la journée, est vide. Je réponds à tout le monde également. Tous ceux qui m'écrivent, peu importe Facebook, LinkedIn ou peu importe quoi, je réponds tout le temps. Fait que je me fais un devoir. Ils sont gentils de m'écrire, donc je me fais un respect de leur répondre. Absolument. Puis ça, je trouve ça vraiment spécial parce qu'on est avec 200 personnes cette semaine ici. Puis Luc, tu es vraiment une personne qui donne beaucoup, qui prend le temps de jaser avec les gens. Je te voyais déjeuner au buffet ici, toujours en groupe, avec plusieurs personnes alentour de toi. Oui. Fait que c'est important de redonner comme ça parce que je crois que plus que tu donnes, plus ça revient. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui, puis, j'ai fait beaucoup de mentorat dans le passé. J'en ai moins le temps à cause que mes enfants sont l'âge que je vais être avec eux. Mais je vais recommencer plus tard, mais que les enfants soient plus vieux, parce que j'aime ça redonner aussi. Oui, c'est super. Fait que là, on est rendu en avant-midi. Luc lance toutes ces choses, on sait. Le midi. Souvent, j'ai des dîners d'affaires. J'en profite pour faire des dîners d'affaires. Quand à manger, c'est aussi bien de manger en bonne compagnie. Et moi, je suis rarement dans des soirées, soit des chambres de commerce, etc., etc. Donc, j'en profite
le midi pour rencontrer les gens. Donc, tu essaies d'être j'ai le plus besoin de productif à chaque dîner, d'aller... Oui, parce que je veux toujours être avec mes enfants le soir puis au souper le plus possible. Donc, tu reviens par la suite au travail et là, Là, je continue ma paperasse. C'est plus un gars qui est... Mettons que tu as un problème à régler, là. Oui. Est-ce que tu vas être une personne qui va répondre par courriel ou est-ce que tu préfères appeler les gens? Est-ce que tu es plus comme il y en a là, qui vont écrire des longs courriels puis ils sont à l'aise là-dedans? J'écris pas des longs courriels. Non. Fait que je suis assez short and sweet, sinon j'appelle. OK. Fait que moi, j'ai ce petit principe de base-là. C'est-à-dire que si ça dépasse 4-5 lignes, je prends le téléphone puis j'appelle. Oui, moi aussi. Parce que, bon, des fois, il y a Puis l'émotion. aussi, il faut faire attention quand on écrit, il ne voit pas l'émotion qu'il y a à l'arrière. Fait que des fois, puis j'ai eu des expériences passées, des fois, ils pensent que c'est mauvais ou des fois, c'est la différence entre quand tu parles, exemple, je te parle, puis si je t'écrirais la même chose, tu le prendrais différemment. Fait qu'il faut faire attention aussi, là, Absolument. à certaines occasions. Là. Oui, l'intonation de voix, souvent, tu peux dire un message qui n'est pas nécessairement Ouais. une bonne chose à annoncer, mais quand tu le dis avec un bon ton, le message passe différemment. Fait que, bien sûr, là, on passe l'après-midi, on arrive au souper. Fait que là, tu vas me dire que tu n'es pas vraiment quelqu'un qui va faire des 5 à 7 à gauche et à droite constamment. Non. Je préfère toujours rester avec ma famille et puis mes enfants. Oui, fait que ça, c'est important pour toi. Bien, on me voit rarement. D'ailleurs, souvent, les gens d'affaires, ils ne me connaissent pas ou ils ne savent pas je suis qui parce qu'ils ne me voient pas. À part dans les fondations, je fais souvent des fondations parce que je redonne beaucoup. J'ai une loge au Centre Bell, je redonne beaucoup de loges, par exemple, beaucoup d'argent à des fondations également. Mais à part les fondations, je fais aucun réseautage parce que j'ai pas besoin de faire de réseautage bien. Donc, tu essaies de te créer une routine puis de la suivre, malgré, parce qu'on est vraiment dans l'inconfort en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour toi, justement, cette routine, c'est sûr qu'il n'y a pas une journée qui va se ressembler, Pareil, on a différents projets, mais est-ce que tu essaies quand même de garder un certain cadre pour justement être capable de performer puis d'avoir un certain confort à long terme au niveau de ton temps? Oui, puis non. J'essaie, premièrement, d'être là le matin pour mes enfants et le soir pour mes enfants. Puis dans le jour, tout peut changer. Ouais. Puis, tu sais, je prends 4 à 5 mois de vacances par année. Fait que je suis souvent en vacances. Fait que le problème, c'est que même si je ne suis pas tellement débordé, mais je le suis parce que je ne suis pas souvent au travail. Fait que je ne suis pas si souvent que ça. Okay. Puis, par contre, la beauté que je fais, c'est que le soir, quand ma femme puis mes enfants dorment, après 10 heures, bien, je fais un chiffre de nuit que j'appelle. Je travaille toujours de 10 heures à 1 heure du matin, puis des fois plus, des fois un petit peu moins, mais c'est pas mal tout le temps ça, 10 heures, 10 heures et demie, jusqu'à 1 heure du matin, pas mal tout le temps. Puis c'est là que je travaille vraiment, puis que ça avance les dossiers. Que tu es focus, c'est ça. Puis il y en a qui vont se lever très tôt le matin. Oui, ils vont rester focus, mais toi, tu préfères le soir, quand tout est terminé soir. En 10 h et 1 h, tu fais ça, parce que tu te lèves quand même à 6h30, fait que ça te laisse un 5h30, 6 h, 7 h. Pas dormir beaucoup. OK. 6 heures pour moi de dodo, c'est bien en masse. Puis souvent, c'est 5h30 que je dors. OK. Tu parlais tantôt de... Bien sûr, on a parlé au quotidien. As-tu une activité hebdomadaire ou le week-end, exemple? Le week-end, est-ce que c'est famille ou c'est un peu les deux? C'est toujours famille. L'hiver, on est en ski. OK. Donc, on est au chalet en ski tous les week-ends. Puis, 1 ou 2 fois par semaine, quand je suis au Québec, en fait, presque 2 fois tout le temps. Quand je suis au Québec, c'est jouer au hockey le soir. OK. Donc, tard le soir, fait que ça dérange pas ma famille. Mes enfants sont couchés. Peux-tu faire une annonce officielle? Oui, vas-y. Luc, je te fais une demande. L'an prochain, il va y avoir une joute de hockey entre le CIQ et PMML. Oui, OK. Est-ce que tu voudrais jouer avec l'équipe de PMML oui, hockey? C'est ça. Quelle position que tu joues? Avant gauche. Avant gauche? OK. Fait qu'on l'a sur caméra. Et watch out le CIQ l'an prochain. C'est ça. OK. Donc, parfait. Puis aussi, tu mentionnais, c'est une base hebdomadaire, bien sûr. Tu parles aussi que tu voyages beaucoup. Ça, c'est important parce que ça te permet de t'évader un petit peu de... Bien, on aime voyager. On a des maisons dans d'autres pays. OK. Fait qu'on va dans nos maisons. On essaie de voyager le plus souvent avec nous. En fait, quasiment toujours avec nos enfants. Puis, on leur fait l'école en voyage parce que les professeurs nous donnent... ma femme, plus, pas moi, ma femme. C'est tout grâce à elle. on va lui donner crédit pour ça, c'est sûr. On fait l'école parce qu'on sont souvent partis à l'extérieur, des fois en Europe, etc. Donc, puis, on aime ça. On aime skier. Par exemple, on va dans les Alpes à chaque année skier là-bas. On va dans les Clubs Med. Les enfants adorent les Clubs Med. On fait 3, 4, 5 Clubs Med par année. Fait qu'on aime bien ça. Puis en plus de nos maisons.
Fait que là, Fait que là, ça fait que ça te permet, toi, d'avoir le style, justement, le fait de ne pas avoir d'employés, le fait de travailler Exact. le terrain. Fait que tu as orienté ta carrière d'investisseur dans quelque chose qui, présentement, fitait ton lifestyle que tu voulais avoir avec ta femme et tes enfants. oui, même ma priorité, ma valeur prioritaire, c'est vraiment la liberté en général. Donc, la liberté de choisir qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux le faire, quand je veux le faire, puis de voyager, etc. Puis, j'ai basé toute ma vie là-dessus. J'aurais pu continuer à faire du développement de construction. J'aurais fait beaucoup plus d'argent que maintenant. Sauf que dans ces années-là, qui est le fun avec les enfants à cause de leur âge, qui est parfaite pour moi, que j'adore être avec eux, bien, j'ai décidé de faire moins d'argent puis d'être plus présent. Puis c'est pour ça que je fais du terrain. Mais probablement, parce que j'ai lâché la construction pendant que c'était le boom de la construction, là. Fait que j'aurais pu continuer si c'était juste pour l'argent. L'argent ne m'a jamais mené. Fait que, en partant, si l'argent ne te mène pas, tes décisions ne seront pas prises à cause de l'argent. Quand je fais un projet, peu importe c'est quoi, exemple un terrain, c'est parce que j'aime faire ce que je fais. Je réussis bien parce que je pense que je suis intelligent dans ce que je fais. Oui. Puis je mets toute ma passion, puis l'argent vient après parce que j'ai réussi. Mais si on met ça à l'avant-plan, souvent on oublie beaucoup de choses importantes comme le couple, comme les enfants, comme les amis. Puis c'est là qu'on s'éloigne puis qu'on s'oublie. Je vais te poser une question justement par rapport aux enfants. Moi, bon, bien sûr, j'ai un garçon que beaucoup de gens connaissent, Amine. Et j'ai toujours assez, malgré qu'on avait un certain confort dans la vie, j'essaie toujours vraiment de pas le gâter trop, de faire comprendre la réalité de l'argent. Comment que tu fais de ton bord pour élever les enfants quand même qui vont devenir des brouillards, parce que toi, tu es parti de rien, OK? Mais que quand même, ils ne sont pas obligés de partir d'où que moi aussi d'ailleurs, que je suis parti vraiment de rien. Comment. Nos enfants ne sont pas nécessairement obligés de partir de la même place qu'on est parti, mais comment que tu vois ça pour eux? Comment tu. C'est quoi ta philosophie par rapport aux enfants? Parce que là, ils sont dans le luxe un petit peu. Oui, ils sont pas mal dans le luxe, je vous dirais. J'essaie. Bien, premièrement, notre cercle d'amis, c'est les mêmes depuis longtemps. Puis, il n'y a personne de hautain ou qui sont à l'argent, même ceux qui en font beaucoup. C'est tous des gens simples. Fait qu'en partant, ils restent simples, mes enfants, à cause de ça. Okay. Parce que c'est le cercle d'amis, hein? C'est pas... c'est juste avec des gens qui pètent des péteux de brou, bien, ils vont devenir des péteux de brou, tu sais. Puis en même temps, on leur dit qu'ils sont chanceux, puis que c'est pas tout le monde qui a ça, puis on leur montre des côtés comme, par exemple, quand on va dans les fondations, des fois on les emmène, ils voient que des enfants malades, ces choses-là. On va, mettons, je conduis des autos pour l'hôpital Children, par exemple, pour les enfants qui ont le cancer. Fait qu'ils côtoient ce genre de gens-là. Fait que ça les aide à rester down to earth. Puis aussi, c'est qu'ils nous remercient de... Tu sais, comme moi, ma fille, elle me dit souvent, merci de travailler fort comme ça pour nous amener en voyage. Fait qu'ils sont conscients, mais on leur explique, parce qu'on leur donne pas tout cuit dans le bec. Puis dans l'avenir, c'est sûr qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Sauf que, qu'est-ce que je leur dis? Puis je leur dis souvent, faites ce que vous aimez. Tu sais, si mon gars aime les arts puis il fait jamais d'argent dans sa vie parce que c'est un musicien dans le métro, bien, s'il aime ça, tant mieux. Regarde, En fait, dans mon deuxième livre, Courage, Vision, Passion, le mot passion, c'est le mot le plus important. Il faut que tu t'aimes qu'est-ce que tu fais. Parce que imagine, tu travailles pendant 30 ans dans une shop, là, puis tu fais tout le temps la même foutue affaire, puis tu n'as jamais aimé ton travail, mais tu remets ça chez vous, fait que tu n'es pas fin avec ta femme, tu n'es pas fin avec tes enfants. Fait que, tu sais, il faut que tu sois heureux dans la vie. Puis ça, c'est hyper important. Suivre ta passion, peu importe c'est quoi. Fait que je leur dis aux enfants, faites ce que vous aimez, parce que c'est sûr, j'aimerais ça que mes enfants continuent, mais... Tellement de gens, il y a tellement de parents qui transfèrent leur fierté dans l'accomplissement des enfants. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que les gens, il faut pas que les enfants... faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire et non pas. Surtout que moi, le mien a 19 ans. Puis là, bien sûr, il fait ses cours de courtier présentement, mais je me suis assuré qu'il le fasse pour la bonne raison. Exact. Pas pour nous plaire, mais vraiment parce qu'il a le goût de faire ça. Puis bien sûr, en côtoyant des courtiers partout, il a commencé à aller chercher certaines affinités avec les gens, puis de voir c'est quoi le style de vie. Mais c'était tellement important pour moi qu'il fasse exactement pour lui. Pour lui, parce que si tu commences dans la vie déjà à faire les choses pour les parents, ça commence pas bien. Parce que tout le restant de ta vie, tu vas être assez de plaire à tout le monde sans nécessairement te plaire à toi-même. Exact. C'est vraiment ça que j'essaie de leur inculquer. Good. Donc, écoute, on a parlé un peu du quotidien. On est rentré en détail là-dedans. Je trouve ça super intéressant, Luc.
Rapidement, on va finir deux petites questions. Bien, deux questions qu'on peut développer. Présentement, c'est quoi le plus grand défi que tu as? Ou si tu n'es pas à l'aise de dire nécessairement le meilleur défi présentement, qu'est-ce que tu as passé dernièrement qui t'a vraiment fait emmener à un autre niveau, au niveau de tes émotions, au niveau de ton mindset? Bien, en fait, c'est tout le côté politique de mes projets. On dirait que mes projets sont de plus en plus gros. On veut pas, on change des quartiers, on change des villes. Fait que ça devient beaucoup politique. Puis au courant des dernières années, que ce soit l'île Charon, que ce soit mon développement de Varennes, que j'ai eu des problèmes avec la scorie, qui est de l'uranium sur mon terrain, que la ville avait mis là, que ce soit dernièrement avec la briqueterie, qui est un gros projet à la Prairie, une ancienne briqueterie, que je me bats avec la ville. Le golf à la Prairie, que je me bats avec le ministère de l'Environnement, parce qu'il y a un ruisseau pas loin, puis ils disent que ça peut être dangereux pour les zones inondables. Fait que je me bats toujours contre le gouvernement, contre que ce soit municipal, provincial, fédéral. Et ça, c'est... Écoute, j'ai quasiment un bac là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'en 2019, j'ai retourné à l'école, j'ai fait justement un executive MBA et il fallait faire une thèse de maîtrise que j'ai déposée juste avant Noël. Et ma thèse de maîtrise, je l'ai faite sur l'acceptabilité des grands projets immobiliers à Montréal. Parce que j'ai quasiment un doctorat là-dedans. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur en immobilier, là, on va négocier avec des gens en face de nous, un propriétaire qui va être en mesure de prendre les décisions du début à la fin. Et ce qui est difficile quand tu négocies avec des grosses organisations comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui peut prendre la décision tout seul. Donc, il faut que tu passes par comité, par-dessus comité, par-dessus comité. Et quand tu penses que ça fonctionne, puis même si ça clique avec un fonctionnaire, tu te dis, il croit en ton projet, lui, il va arriver à un autre palier, puis ça ne marchera pas. Oui, puis les groupes de pression sont de plus en plus, à cause des médias sociaux, sont de plus en plus, comment je pourrais dire, prêts et tout ça. Comme, par exemple, le Montreal Children, il y a eu 22 mémoires de déposés par des groupes de pression pour faire avorter le projet. Mais là, tu te bats contre ces 22 groupes de pression-là, plus la mairie de Montréal, plus le gouvernement du Québec qui veut, mettons, des logements sociaux, des ci, des ça. Fait que tu te bats contre tout ce monde-là et sont de plus en plus structurés, ces groupes de pression-là. Fait que c'est facile avec les médias sociaux de monter des grosses pétitions de 20 000 noms quand tout le monde est chez eux, mettons, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis là, ils écrivent qu'ils sont contre un projet qui touche un petit quartier de Montréal, par exemple. Fait que c'est un peu rendu difficile de faire des gros projets, mais moi, tous mes projets sont gros. Quand on parle de... Par exemple, j'ai voulu faire un tunnel entre Saint-Lambert et Montréal, un tunnel privé que j'ai lancé il y a quelques années. J'ai voulu faire un pont privé entre Sorel et Berthierville, je pense. Oui, exact, et Berthier. Fait que mes projets sont de plus en plus médiatisés parce qu'ils sont gros. Fait que vu qu'ils sont gros, ben ça fait jaser. Puis là, j'ai tout plein de groupes contre moi. Fait que moi, je jongle avec tout ça. Puis bien sûr, le registre des lobbyistes, je suis rendu... écoute, j'ai plein de mandats d'ouvert parce que j'ai pas le choix d'ouvrir mes mandats avec ça. Donc, c'est plus ça qui est difficile, que l'on voit moins, par exemple, dans les provinces anglaises du Canada. Parce que ici, faire de l'argent, c'est mal vu. Puis, c'est un peu ça. Donc, tout ça fait que c'est ça mon plus gros défi dans les prochaines années. Wow. Parfait. Écoute, on peut voir qu'il commence quasiment à faire noir. Fait que, on va passer à la dernière question. Je pense qui est très importante. Luc, je vais te poser la question. Comment voudrais-tu que les gens au Québec se souviennent de Luc Poirier? C'est quoi la marque que tu veux laisser? Là? Si on dit Luc Poirier, là, et là, tu vas sur Wikipédia, là, c'est quoi que tu voudrais que les gens puissent... Bien, tu vois, le journal Le Devoir a fait une entrevue de fond avec moi. Puis le titre, c'était « L'entrepreneur qui fait sourire ». Je pense que c'est ça, parce que tout ce que je fais différent des autres, comme, mettons, la nouvelle méthode de construction, comme d'avoir pensé d'un spa sur l'eau qui est devenu le Bota Bota par la suite. Fait que j'essaie de toujours réfléchir et faire différemment des autres. Puis souvent, c'est des idées flyées. Puis je suis un créatif, je suis un bizarre dans le même temps. Fait que les gens, ils me trouvent drôle. Mais tout ce que je fais,
c'est logique, puis la plupart du temps, ça fonctionne, puis je réalise, puis c'est tout le temps des gros projets. Donc, je pense que c'est plus ça. En fait, je veux qu'ils comprennent que j'ai du fun à faire ce que je fais, puis je les encourage à suivre également, eux autres, leur passion. Puis quand on est passionné, on est heureux, puis on est bien. Wow! C'est vraiment bien, Luc. Donc, écoutez, je vous invite vraiment à, bien sûr, à partager cette vidéo-là. Je pense que Luc nous a donné beaucoup de contenu, beaucoup de sagesse. Et puis, fait que ceci dit, je te remercie. Ça fait plaisir! Puis, donc, merci à tous pour votre attention, encore une fois. Puis, n'hésitez pas à partager et, bien sûr, d'encourager Luc dans ses projets futurs. Merci. Ça fait plaisir.